Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux opérations en devise, dans le cas spécifique des opérations dites non couvertes par un instrument de change. Alors c'est une vidéo qui se situe entre les fondamentaux de la comptabilité et la comptabilité un peu plus approfondie. Allons-y tout de suite pour savoir de quoi il s'agit. Alors commençons tout de suite en nous posant une première question. Qu'est-ce qu'une devise? Une devise, fondamentalement, c'est une monnaie étrangère. C'est-à-dire que toutes les monnaies sont des devises les unes par rapport aux autres. Par exemple, si je raisonne de mon point de vue avec l'euro, je vais considérer que le dollar, par exemple, est une devise. Inversement, si je suis américain et que j'utilise pour mes échanges quotidiens le dollar, je considérerai que c'est l'euro, ma devise. Alors il se trouve que dans un environnement mondialisé, de plus en plus d'entreprises échangent plus ou moins régulièrement avec des partenaires qui se situent à l'étranger et qui utilisent une autre monnaie que la monnaie nationale. Une autre question qui se pose, c'est de savoir quel est le choix de la devise dans laquelle est libellée l'opération et en fait la facture. Alors il faut savoir que lors d'une opération avec un tiers qui utilise une monnaie différente de la monnaie nationale, la question se pose puisque les deux vont raisonner potentiellement sur des monnaies différentes. D'abord, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément la monnaie du fournisseur ou du client, peu importe. En fait, cela relève de la libre négociation entre les deux parties. Il y a une idée très importante qui va être un peu le fil rouge de toute cette vidéo. C'est que le choix de la devise dans laquelle est libellée la facture implique une répartition asymétrique du risque. Mais alors de quel risque parle-t-on? Eh bien nous parlons du risque de l'évolution défavorable des taux de change. Puisque comme vous le savez, au quotidien, les taux de change, c'est-à-dire la valeur respective des monnaies, évoluent au gré de l'offre et de la demande sur les marchés monétaires. L'autre problème, vous le savez, c'est que dans la plupart des cas, dans les transactions, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire d'une entreprise à une autre, il peut exister un décalage de paiement de plusieurs jours, semaines, voire plusieurs mois, entre le moment où l'enregistrement s'effectue dans le journal, où on passe la facture, et le moment où celle-ci est payée. Or, entre ces deux dates, il se peut que l'échange ait évolué de manière favorable ou défavorable pour l'une ou l'autre des parties. Une idée à retenir importante, c'est que le tiers avantagé, c'est-à-dire fournisseur ou client, celui des deux qui est avantagé, c'est celui qui utilise la devise dans laquelle la facture est libellée. C'est-à-dire que si je suis un Européen et que j'utilise l'euro, que j'échange avec un Américain, mais que la facture est libellée en euros, alors je n'ai aucun risque. Tout simplement parce qu'il est écrit noir sur blanc dès le départ quelle est la quantité d'euros que je vais percevoir. Donc je n'ai pas de risque du point de vue de l'évolution des changes. Inversement, l'autre partie à l'échange subit, elle, plus ou moins intégralement, le risque de change. Alors pourquoi je dis plus ou moins intégralement? C'est parce qu'il existe des instruments de couverture de change. Je ne les aborde pas ici volontairement dans cette vidéo qui parle des opérations non couvertes, mais dans une prochaine vidéo, j'aborderai la question justement des opérations couvertes totalement ou partiellement. Mais alors pourquoi? Eh bien concrètement, ce risque est caractérisé par la fluctuation des parités, donc des taux de change, non couvertes par un instrument. Regardons tout de suite un exemple pour bien comprendre. Mais avant ça, un rappel. Dans un journal, les opérations doivent impérativement être inscrites en monnaie nationale, quelle que soit la devise utilisée pour établir la facture. C'est-à-dire que moi, Européen, je vends par exemple des marchandises à un client américain. La facture est libellée en dollars américains. C'est-à-dire que donc c'est moi, l'Européen, qui subit le risque de change. Cela étant, dans tous les cas, le jour où j'enregistre cette vente dans mon journal, je dois traduire finalement le montant de dollars américains vers les euros, je dois le convertir parce que dans tous les cas, un journal d'une entreprise en zone euro doit utiliser l'euro comme monnaie de référence. Donc cela implique, je l'ai dit, de convertir le montant de l'opération au cours du jour si l'opération est libellée en monnaie étrangère. Alors, faisons aussi un autre rappel avec les opérations avec l'étranger. Attention lors de l'enregistrement des opérations avec l'étranger, peut-être vous le savez déjà, mais dans certains cas, il faut compter la TVA auto-liquidée ou pas. J'ai créé une vidéo, je vous en remets ici le QR code si vous voulez aller la visionner. Je vous encourage à le faire si ça n'est pas déjà fait. Je rappelle la règle très simplement, pas de TVA sur les ventes à l'étranger, TVA auto-liquidée si achat à un étranger.
quelle que soit la devise utilisée. Alors comment déterminer les gains ou la perte de change? Lorsqu'une clôture comptable intervient entre l'opération initiale et l'opération finale, c'est-à-dire entre l'enregistrement de la facture et le paiement de celle-ci, il peut arriver qu'une clôture comptable ait lieu. Je dis bien il peut arriver, ceci n'est pas automatique. Donc ça veut dire que cette partie de la vidéo n'existe en réalité que si, encore une fois, il existe une clôture entre l'enregistrement de la facture et le paiement de celle-ci. Donc, au moment de l'inventaire, je vais devoir constater une perte de change ou un gain de change latent. J'insiste bien sur le mot latent puisque par définition, tant que l'opération n'est pas débouclée, tant qu'elle n'est pas payée, je ne suis pas certain de la survenance de ce gain ou de cette perte. Et donc ce gain ou cette perte vont se calculer par différence en euros, si je raisonne évidemment comme un Français, entre le montant initial de l'opération et sa valeur le jour de la clôture comptable. Donc si jamais l'évolution des changes est favorable, eh bien je vais enregistrer, on va voir comment, un gain de change latent. Inversement, si jamais j'ai une perte de change latente, eh bien je devrais là encore la retranscrire dans mon journal. Faisons tout de suite un exemple. Le 1er novembre, une entreprise a vendu pour 10 000 dollars hors taxe de marchandises à un client américain. Je sous-entends ici que la facture de vente est libellée en dollars américains. Notez que j'ai précisé hors taxe, mais en fait, c'est une précision superflue puisque, si vous vous rappelez bien les règles, sur une vente à l'extérieur de la France, je n'ai pas à enregistrer de TVA. On va supposer qu'au jour de l'opération, le taux de change est de 1 euro égale 1 dollar, ce qui simplifie évidemment les calculs puisque 10 000 dollars vaudront, le jour de l'enregistrement de la facture, 10 000 euros. Nous allons supposer maintenant que le jour de l'inventaire, le cours a évolué à 1 euro égale 1,25 dollars. Alors, avant de vous montrer le calcul, on peut déjà finalement réfléchir sur est-ce qu'il s'agit ici d'un gain de change ou d'une perte de change. En fait, je vous donne un moyen simple de comprendre. Comprenez qu'en fait, en tant que fournisseur, nous allons recevoir de l'argent, en l'occurrence des dollars. Eh bien, nous, fournisseurs, nous avons toujours intérêt à ce que nous allons recevoir prenne de la valeur. Donc, dès l'instant où il s'agit d'une vente, j'ai intérêt à ce que le dollar monte. Inversement, si j'étais un client français et que j'ai acheté un américain et que je dois payer en dollars, eh bien j'ai justement intérêt à ce que le dollar ait perdu de la valeur. C'est comme ça qu'on ne fait plus l'erreur et qu'on ne s'embrouille plus dans la manière de déterminer et de comprendre les taux de change. Donc en l'occurrence ici, je refais le calcul, 10 000 dollars divisé par 1,25, je trouve 8 000 euros. Je comprends donc aisément que j'ai une perte latente de 2 000 euros qu'il faudra que je retranscrive dans mon journal. Même opération, autre cas. On suppose cette fois que le cours a évolué à 1 euro égale 0,8 dollars à l'inventaire. On prend donc que ce soit l'inverse. 10 000 dollars divisé par 0,8, ça fait 12 500. Je vais donc pouvoir enregistrer un gain de change latent de 2 500 euros dans mon journal. Je viens d'évoquer à l'instant le fait qu'en cas de gain de change latent, je devais enregistrer une opération. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que l'enregistrement du gain n'est pas tout à fait symétrique à l'enregistrement de la perte. Et pour bien comprendre, il faut faire appel au principe de prudence. J'en profite tout de suite pour dire qu'il existe donc une playlist consacrée aux éléments transversaux de comptabilité, dans laquelle j'ai évoqué notamment la question des différents principes. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez connaître le principe de prudence en détail. Rappelons simplement que ce principe conduit à enregistrer de manière asymétrique les gains et les pertes latents, quelle que soit la nature de ces gains et de ces pertes. Pourquoi de manière asymétrique? Parce qu'en fait, on peut le dire de la manière suivante. Concrètement, lorsqu'il y a une perte latente, temporaire, on doit l'enregistrer et cet enregistrement conduira à faire baisser le résultat, alors que nous ne pouvons en aucun cas enregistrer des écritures au journal qui auraient pour conséquence de faire augmenter notre bénéfice en cas de gain de change latent. Pour autant, dans le cas de l'application particulière des opérations en devise, en cas de gain de change latent, je devrais enregistrer quand même une opération. Donc le principe de prudence implique de comptabiliser différemment gains et pertes. En cas de perte,
il faudra enregistrer une provision, mais rien en cas de change latent. C'est ça la différence. En revanche, dans les deux cas, je devrais enregistrer ce que l'on appelle un écart de conversion. J'en profite pour dire d'ailleurs à ce stade, si jamais vous enseignez ou si jamais également vous apprenez l'analyse financière, eh bien vous savez que lorsque l'on traite du cas du bilan fonctionnel et lorsqu'on doit établir le bilan fonctionnel à partir du bilan, il y a un certain nombre de retraitements à effectuer. Et parmi ces retraitements, il y a ceux des écarts de conversion. Donc à travers cette vidéo, j'en profiterai également lorsque je vous montrerai les écritures, comment on peut faire le lien avec l'analyse financière pour mieux comprendre finalement comment s'effectue ce retraitement. Autre point à traiter avant de venir à des exemples illustratifs, la question donc du débouclage de l'opération. Je rappelle que j'appelle ici débouclage le fait que l'opération est payée à l'issue du délai qui avait été fourni au client. Et je répète bien que nous avons précédemment traité le cas de l'inventaire, mais qu'il peut ne pas y avoir d'inventaire entre l'enregistrement de la facture et le paiement. Donc s'il n'y a pas d'inventaire, on passe directement de l'enregistrement de la facture au débouclage. Donc au moment du débouclage, il faut tenir compte, là encore, de l'évolution du taux de change. Mais cette fois, le gain ou la perte subie deviennent définitifs. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'un quelconque principe de prudence, parce que le principe de prudence ne s'applique qu'en cas d'incertitude quant à la survenance réelle de ce gain ou de cette perte. En revanche ici, on parle bien de gain ou de perte définitifs. Je vous montrerai donc dans un instant comment nous allons les enregistrer. Une dernière question, potentiellement délicate, se pose pour la question du traitement de la TVA. Je ne parle pas ici du fait qu'on s'interroge sur faut-il enregistrer la TVA ou est-ce que c'est une TVA auto-liquidée, c'est autre chose. Je parle ici des cas où il s'agit d'achats envers l'étranger, donc il y a nécessairement une TVA auto-liquidée. Mais alors puisque nous avons dit que la valeur finalement de la créance évolue au fur et à mesure, et bien sur quelle base doit-on calculer la TVA? Alors pour déterminer la base imposable de la TVA, il faut convertir le montant en devises étrangères en euros, ça je vous l'ai dit, selon le taux de change en vigueur à la date du fait générateur de la TVA. On retrouve encore une fois ici ce lien immédiat entre comptabilité et droit. Parce que vous voyez, la notion de fait générateur, c'est quelque chose qui est vraiment un élément de droit. Alors en règle générale, le fait générateur de la TVA peut intervenir de trois manières différentes. Soit à la date de livraison pour les ventes de biens, soit la date d'encaissement ou d'exigibilité pour les prestations de services. Je vous rappelle qu'il existe deux régimes de TVA. Je ne parle pas ici du régime en base ou régime normal simplifié. Je parle du choix de la TVA sur les débits et sur les encaissements. Donc selon le choix qui a été fait, eh bien, vous ne comptabiliserez pas la TVA au même moment sur les prestations de services notamment. Mais en fait, pour beaucoup d'entreprises, tout simplement, on calculera la TVA le jour de l'émission de la facture. Donc en fait, c'est assez simple, c'est au moment où vous enregistrez la première écriture, celle de l'enregistrement de la facture, que vous poserez une fois pour toutes la TVA. Alors petite remarque, il se trouve que pour la question du cours, en pratique, on peut utiliser celui qui est publié régulièrement par la Banque de France ou par n'importe quelle banque commerciale, pourvu que l'entreprise applique cette méthode de manière cohérente et constante. On retrouve ici en filigrane le principe de permanence des méthodes. Mais donc, quoi qu'il en soit, une fois la base hors taxe convertie et la TVA liquidée ou facturée en euros, tout écart ultérieur, ça veut dire tout gain ou perte de change, définitif ou latent, n'a pas d'incidence sur la TVA. Autrement dit, la TVA est exigible sur la valeur en euros retenue au moment du fait générateur et ne variera plus jamais par la suite. À présent que nous avons traité tous les points de cours relatifs à ces écritures, je vous propose tout de suite de pratiquer une série d'exemples illustratifs pour comprendre définitivement comment tout cela s'enregistre. Prenons un premier exemple dans lequel une entreprise vend des marchandises pour 1200 dollars hors taxe à un client américain. Là encore, j'ai mis hors taxe, mais vous avez compris pourquoi cela n'est pas nécessaire. Et vous avez également compris que la facture est libellée en dollars américains. Le jour de la vente, le taux de change est de 1 euro égale 1,2 dollars. 1200 dollars équivaudront donc le jour de l'enregistrement de la facture à 1000 euros.
Nous allons supposer qu'à l'inventaire, le taux de change est de 1 euro égale 1,3 $. Ne vous trompez pas, cela veut bien dire que c'est l'euro qui a pris de la valeur, donc dit inversement, c'est le dollar qui a perdu de la valeur. Or, comme de mon point de vue, il s'agit d'une créance, cela veut dire que je vais devoir enregistrer une perte de change latente au moment de l'inventaire. De combien? Eh bien, je prends toujours 1200 $, je divise par 1,3, je trouve 923 euros et 8 centimes, soit une différence négative, donc une perte de change latente de 76,92 euros. Regardons tout de suite comment je vais l'enregistrer. Regardons à présent comment nous allons enregistrer cette série d'écritures. D'abord, je vais donc enregistrer la vente en elle-même, c'est-à-dire le compte 707 vente de marchandises au crédit, avec pour contrepartie l'existence de cette créance client de 1000 euros au débit. Remarquez encore une fois que je ne mets pas de la TVA. Je vous rappelle, pas de TVA sur les ventes à l'extérieur du territoire national, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou de l'extérieur de l'Union européenne. Les deux écritures suivantes sont les écritures d'inventaire. La première écriture s'explique et se justifie par le principe de prudence. Je dois répercuter en vertu de ce principe les pertes de change latentes sur mon compte de résultat. Je vais donc avoir un compte de charge au débit pour 76,92 euros. Ce compte de charge correspond à une DAP financière. Et elle est bien de nature financière, puisque même s'il s'agit indirectement d'une créance client, la raison pour laquelle j'ai cette perte de valeur, c'est une évolution des taux de change, c'est de nature monétaire ou financière, c'est donc une DAP financière. La contrepartie, c'est l'enregistrement du compte 1515, provision pour perte de change. La deuxième écriture d'inventaire que je vais donc passer en même temps, c'est l'écart de conversion. Ici, il s'agit d'un écart de conversion actif avec le compte 47,61, diminution des créances. Et vous remarquez qu'il a pour effet de réduire ma créance client de 76,92 euros. C'est donc à ce stade que je voudrais vous sensibiliser sur le lien avec l'analyse financière et en particulier la constitution du bilan fonctionnel. Je voudrais que vous compreniez pourquoi et comment on effectue les retraitements du bilan fonctionnel eu égard aux écarts de conversion. Regardez que cet écart de conversion actif, il m'a fait diminuer ma créance client puisqu'elle est au crédit. Eh bien, il faut bien comprendre que dans le cadre de l'élaboration du bilan fonctionnel, l'objectif de l'analyste, c'est de retrouver le montant initial des créances et des dettes qui étaient libellées en monnaies étrangères. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes un analyste, que vous prenez un bilan et que vous voyez les écarts de conversion actifs et que l'on vous précise bien dans l'énoncé, ou en tout cas dans les annexes, que ces écarts sont dus à des réductions de créances clients, alors il faudra prendre cet écart de 76,92 euros et le réincorporer, donc le rajouter au montant des créances clients. Imaginons le cas inverse, toujours un écart de conversion actif, mais cette fois-ci à cause d'une augmentation de dette, ce serait le 47,62. Ça reste un écart de conversion à l'actif que je vais trouver en bas de l'actif du bilan, mais il correspond à des dettes. Eh bien, la logique, précisément, c'est qu'en fait, je vais prendre ces écarts de conversion et je vais les enlever du montant de mes dettes, puisque j'aurais enregistré cet écart de conversion à cause d'une augmentation de mes dettes due au taux de change. Si je veux retrouver le montant initial de ma dette, je vais au contraire devoir la réduire pour le montant de l'écart de conversion actif que j'avais enregistré. Nous faisons un petit saut dans le temps et nous arrivons à présent au débouclage de l'opération. Je vais supposer que l'évolution des changes continue de m'être défavorable et au jour du débouclage, 1 euro égale 1,4 $, soit une différence négative, donc une perte de change définitive cette fois-ci de 142,86 euros. Regardons tout de suite comment il faut l'enregistrer. Regardons à présent le débouclage de l'opération. D'un côté, je fais disparaître totalement la créance client pour 1000 euros. En face, je reçois 857,14 euros sur mon compte banque. La différence doit être portée en perte de change sur créances et dettes commerciales. Attention, c'est bien le compte 656 et non pas le compte 666, car depuis maintenant plusieurs années, il existe une distinction entre les pertes de change qui sont dues à des éléments de nature strictement financière et des pertes de change qui sont dues à des éléments commerciaux. Que l'on se comprenne bien, ici c'est donc une perte de change
par définition, une perte de change s'explique par des évolutions de change, donc de nature financière. Mais le sous-jacent de l'opération, c'est-à-dire que la raison structurelle de l'existence de cette opération, c'est bien un élément de nature commerciale, à savoir une créance client. J'utilise donc le compte 656. Deuxième exemple pour compléter cette série, je pars des mêmes données de base, c'est-à-dire 1200 $ hors taxes qui équivaudront à 1000 € le jour de l'enregistrement de la facture. Je vais en revanche supposer cette fois-ci qu'au moment de l'inventaire, l'évolution des taux de change m'a été favorable, puisque je suis passé à 1 € égale 0,9 $, donc ça veut bien dire que c'est l'euro qui a perdu de la valeur, le dollar qui en a gagné. Et donc vous voyez que j'ai ici une différence positive de 333,33 €, ce qui est donc un gain de change latent. Regardons comment je vais l'enregistrer. Regardons à présent ce deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple qui correspond à un gain de change, la première écriture évidemment ne change pas. Il s'agit de la vente initiale de 1000 €, encore une fois sans TVA. En revanche, en ce qui concerne les écritures d'inventaire, rappelons donc que le principe de prudence implique de ne pas répercuter sur le résultat le gain de change latent. En revanche, je dois bien enregistrer l'influence de cette évolution des changes sur le bilan. Je vais donc avoir le compte 411 au débit pour 333,33 €. Et on voit bien donc que, puisque ce compte 411 client est au débit, c'est une augmentation de mes créances. En contrepartie, je vais mettre le compte 4771, qui est un écart de conversion passif. Là encore, faisons le lien avec le bilan fonctionnel. Si jamais vous deviez établir un bilan fonctionnel à la suite de ces écritures, eh bien vous comprenez que comme l'objectif serait de retrouver le montant initial de mes créances clients, alors je devrais prendre l'écart de conversion qui est au passif et je devrais le retirer de mes créances clients. De la même manière, s'il s'agissait du compte 4772 qui correspond à une diminution de mes dettes, eh bien là, au contraire, il faudrait en fait que j'incorpore ce montant à mes dettes fournisseurs. Enfin, le jour du débouclage de l'opération, on va supposer ici que l'euro a continué de perdre de la valeur, il a continué de se déprécier, et il tombe cette fois-ci à 0,8 $, soit un gain de change définitif de 500 €. Voilà comment on va l'enregistrer. Enfin, pour ce qui est du paiement final, donc du règlement de la créance par le client, et bien de la même manière, puisque le client a payé, j'annule la créance pour la valeur initiale de 1000 €. J'enregistre que sur le compte bancaire, j'ai reçu 1500 €. La différence entre les deux correspond au gain de change de 500 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo quelque peu technique sur les opérations en devises étrangères non couvertes par des instruments de change. N'hésitez pas à venir vous entraîner sur le site www.e-col.io. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.